Voilà, écoutez, moi je me présente, je suis un intermittent de la consultance et je suis un permanent de l'être. Et je m'appelle Jean-Luc et profondément je suis en recherche de l'amour qui est en moi. Voilà, je pense que je voulais citer un mot, c'est le mot amour. Alors comme j'ai 10 minutes, vous offrez 1 minute de mon temps pour que vous fermiez les yeux et que vous vous branchiez pendant 1 minute à une source d'amour inconditionnel que vous avez connue dans votre vie. Ça peut être un chat, un chien, un père, une mère, un frère, une sœur, une femme, un homme, un paysage extatique. Simplement, je vous offre 1 minute. Essayez de contacter cette source et puis de maintenir cette source en vous pour écouter les orateurs de cet après-midi, pour réagir à partir de là et pas à partir de votre mental. Parlez à partir de votre cœur en allant toucher cette source. La mutation, elle part de là. Elle part de cet amour qui est en nous. Elle ne part pas de la tête. Mais elle n'exclut pas la tête. C'est l'amour et la tête. C'est la sagesse et la connaissance. Vous êtes rentré pendant quelque temps dans une autre dimension d'espace-temps et que le temps n'est pas celui qu'on mesure, mais c'est celui qu'on vit. Alors, ce que je voudrais vous raconter cet après-midi, c'est une histoire. Et c'est une histoire qui a un processus, comme vient de me dire l'orateur précédent. Un processus, c'est quoi? C'est le chemin que j'ai parcouru pour passer de mes compétences à mon talent. Et dans le talent, j'ai découvert la joie de réaliser. J'ai découvert l'envie et j'ai perdu le il faut que. Dans le talent, j'ai découvert le partage, j'ai découvert la solidarité, j'ai découvert le don. Je n'avais pas connu ça dans ma période de compétences. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout au long de mon chemin, je n'avais rien à gagner. J'avais tout à perdre. Et pourquoi est-ce que je n'avais rien à gagner? Parce que tout est déjà là. Tout est en nous. Tout est là. On a eu le témoignage de Christine qu'elle nous a lu, parlant de divinité. Moi, je ne suis pas chrétien, catholique, croyant, mais c'est notre véritable nature, ce divin en nous. Et ce divin en nous, il est là. Il ne se crée pas, il ne grandit pas. C'est ce qui est impermanent c'est ce qui est permanent dans l'impermanence du monde. C'est là quelque part. Et quand on touche à ça, alors on vit des choses, on vit des histoires que je trouve extraordinaires. Et voilà l'histoire que je vais vous raconter. Il y a, en octobre 2011, il y a un vice-président d'une grande boîte française qui est venu me trouver là où j'étais à Bruxelles, à mon plus grand étonnement. Il m'a dit, écoutez, voilà, j'ai lu des choses de vous. Vous travaillez sur les monnaies, vous avez mis des expériences en cours, et nous, dans notre groupe, que je vais taire ici, nous souhaiterions aussi faire des expériences. Et nous voulons contacter des experts, et vous allez venir à Paris, et vous êtes mis en compétition. Moi, je me pète en compétition. Vous allez simplement présenter ce que vous avez, votre vision des monnaies. Alors j'ai été, 3 semaines après, j'étais à Paris, dans ce groupe, et à côté d'autres experts, j'ai présenté ma vision des monnaies. Mais j'ai surtout, dans cette vision, j'ai présenté une vision d'une civilisation en empathie. Je dis voilà, le monde de demain, s'il doit changer de système monétaire, c'est pour rentrer en empathie, c'est pour rentrer en compassion. Alors c'était risqué pour moi de mettre un slide comme ça dans quelque chose qui était très rigoureux, presque très ingénierial. Et figurez-vous que c'est ce slide qui m'a donné le job. Ils m'ont dit, parce qu'il y avait 2 personnes dans cette pièce, le vice-président et un directeur de l'IT, qui ont été profondément touchés par ce message. Et ils ont dit, c'est avec lui qu'on veut travailler. Et moi, c'était le dernier endroit où je pensais que j'aurais pu travailler un jour. Alors voilà, j'étais engagé comme consultant, intérimaire. Et ils m'ont dit, voilà, on aimerait bien que tu fasses une expérience de monnaie complémentaire.
à travers le réseau de notre groupe. Et nous, on va faire un travail pour toi. On va essayer de voir dans nos différents pays quel est le pays qui pourrait accueillir cette idée. Alors, comme c'est un groupe monde, ils ont lancé l'idée dans toute leur comment on appelle ça, dans toute leur direction, AMEA, si je me trompe. Et il y a un groupe qui a dit oui, Madagascar. Nous, à Madagascar, on est intéressés par ça. Alors ils m'ont dit, ben voilà, Jean-Luc, ton terrain, c'est Madagascar. Alors tu vas nous trouver des projets qui sont en cours et qui pourraient être transformés à travers une autre forme monétaire, à travers une monnaie complémentaire. Et mon objectif n'est pas de parler, de vous définir ce que c'est que des monnaies complémentaires. C'est des monnaies qui sont complémentaires aux monnaies conventionnelles et qui ont d'autres formes d'architecture qui ont plus tendance à créer du lien, qui sont destinées à des usages spécifiques. Vous allez le comprendre dans l'explication de mon histoire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à scanner plus d'une centaine de projets, puisque je n'avais pas l'autorisation d'aller sur place. J'ai dû faire ça à distance, du télévirtuel. Et donc j'ai téléphoné, j'ai lu, etc. Et après 100 projets, je suis revenu à mon commanditaire. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, j'ai rien trouvé. Ah. Et puis j'ai une intuition. Je me dis, tiens, mais Jean-Luc, tu as travaillé dans la coopération, tu as des copains un peu partout, et si tu téléphonais 4 secondes ou 4 minutes? D'accord. Et donc j'ai téléphoné à un copain qui n'était pas à Paris, il était au Vietnam, et il me dit, écoute Jean-Luc, sur Madagascar, on a notre représentant qui est vraiment un type très chouette. Je pense que tu devrais le contacter parce qu'il se peut que dans notre portefeuille de projet, il y ait des choses qui nous intéressent. Donc je suis passé de Bruxelles à Paris, de Paris au Vietnam, de Vietnam je suis retourné à Madagascar. Et là j'ai cette personne en ligne et tout de suite le courant est passé. J'appelle ça de la synchronicité. La synchronicité, c'est cette capacité à rencontrer la personne que vous devez rencontrer au moment où vous devez la rencontrer. Et comment est-ce que vous êtes dans cette attitude de synchronicité? C'est parce que vous n'attendez rien. Il n'y a rien à attendre. Il y a juste à être, juste à écouter. Et quand vous écoutez, c'est l'univers qui vous répond. Il n'y a pas à aller chez les autres. Ils viennent chez vous. Il y a quelque chose comme ça. Et j'appelle ça magique, mais c'est la synchronicité. Et cet homme me dit, mais on a 3 projets qui correspondent à qui pourraient bénéficier, parce que nous sommes bloqués. Un projet d'égout, avec des gens qui vont travailler la nuit pour vider les fosses septiques, c'est vraiment un truc dégueulasse. J'étais avec eux la nuit. Et voilà, un autre projet sur la nutrition. Il y a un 3e projet, qui est un projet dans le sud de Madagascar, où on a une région qui est complètement dévastée par le changement climatique, où il n'y a pas d'argent, il y a une sous-monétarisation. Et là, on a l'idée de créer une monnaie. Une monnaie pour amener les paysans à changer leur modèle agropastoral vers un modèle résistant à la nouvelle situation du climat. Et on a commencé il y a 6 mois, il y en a 8000 paysans aujourd'hui qui sont dans cette monnaie et qui ont, sans aucune injection de l'État, sans aucune demande extérieure, shifté vers un autre mode culturel. C'est ce que Pierre Rabhi rêve depuis des années. Et ça en 6 mois. Et à partir de là, il s'est passé quelque chose, vraiment quelque chose de magique. C'est que cette monétarisation par une monnaie virtuelle qui n'existe pas, on a amené d'abord à recréer une solidarité paysanne. On a amené à créer de nouveaux modes alimentaires, parce qu'il ne s'agissait plus de s'alimenter comme avant. Il y avait aussi l'alimentation qui se modifiait en fonction de cette nouvelle approche agroécologique qui leur était Jean-Luc, proposée. Conclure, s'il te plaît. Et je vais conclure, où le truc magique qui s'est passé, c'est que par hasard, de nouveau, moi j'appelle pas ça du hasard, c'est la synchronicité, il y avait une équipe des Nations Unies qui était là, et qui ont entendu ce que l'État occupait de faire. Et eux, ils venaient tous les ans bousiller le peu d'agriculture qui restait encore en amenant de l'aide alimentaire avec du riz en provenance des États-Unis. Ils ont dit, on va arrêter de faire ça et on va transformer l'argent que nous mettons dans le riz en monnaie complémentaire pour augmenter le champ
d'activité de ces paysans. Et le projet, il en est là. Je devais partir il y a une semaine, et les conditions de sécurité n'étant pas réunies, on m'a demandé de ne pas partir, donc je partirai au mois de janvier. Et je trouve ça fantastique parce que ça, c'était un projet qui est parti de la synchronicité. Rien n'était prévu et tout s'est passé. Je vous remercie. Merci à toi. À Madagascar, il y a d'autres acteurs, des ONG qui travaillent sans doute. Comment ces structures associatives, pilotées par certains pouvoirs, coopèrent avec des initiatives que vous lancez? Dans la région de l'Android, il y a une station agronomique qui a 30 ans, et c'est 30 ans d'expérience qu'il ne faut pas reconduire. Donc c'est intéressant parce qu'il y a les 30 ans d'expérience qui ont été les erreurs de la FAO pendant 30 ans et qui ont accentué l'impact du changement climatique là-bas. Mais on a fait de cette station-là la station de recherche qui fait réémerger les pratiques agro-environnementales. Et donc on est parti de cette histoire-là pour dépasser ça et en ayant un rappel du passé de ce qu'il ne fallait pas faire. Et ça, c'est une manière de collaborer. Une autre manière de collaborer, c'est avec le PAM et la FAO, c'est de détourner les subsides à casser les territoires uniquement pour faire de l'aide alimentaire, pour amener ces institutions-là à utiliser un nouvel outil qui est la monnaie locale et qui permet, quand elle est affectée à cela, de réorienter complètement une région. Alors c'est 2,5 milliards d'individus qui sont potentiellement intéressés par ça. 2,5 milliards d'individus, ce sont ceux qui sont sous le changement climatique, ayant modifié considérablement l'écorégion dans laquelle ils se trouvent et pour lequel il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Et si on réussit ça, c'est une réussite avec 500 000 personnes. Ce sera fait sur une période relativement courte, entre 18 et 36 mois. On aura démontré quelque chose d'unique. Et à partir de là, c'est au GIEC, avec son programme de Climate Change Mitigation, de reprendre ça. C'est des opérateurs privés à porter ça, à mettre ça devant. Et ça va demander des collaborations incroyables. Et ça va surtout demander la collaboration des banques centrales d'accepter de la création monétaire sur leur territoire pour sortir les pays de leur merde. Alors, en janvier, toujours en termes de collaboration, je vais aller au Brésil. Au Brésil, on va fêter le 20e anniversaire de la Banco Palma. La Banco Palma, c'est la première banque citoyenne qui s'est créée il y a 20 ans, et c'est la première monnaie complémentaire au monde pour laquelle une banque centrale a marqué son accord, grâce à Lula. Aujourd'hui, c'est 2-3 millions de personnes par favela, c'est 500 favelas qui bénéficient de ça. Vous imaginez la population qui est sortie de l'analphabétisme, qui est sortie de soins de santé précaires et de logements précaires par cette monnaie. Et il faut faire connaître ça, il faut faire savoir ça. Et donc, voilà, une première partie de la réponse. Le reste, vous trouverez dans le film que je prépare, et qui est un tour du monde, de ces initiatives citoyennes à recréer leur potentiel monétaire pour leurs objectifs et non pas pour les objectifs d'une communauté de hedge fund ou autre. Oui, moi j'avais une toute petite question. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé de la BEI, donc la Banque Européenne d'Investissement à Luxembourg? Il semble qu'il soit, parce qu'il y avait Mestat, qui est parti maintenant, mais Mestat, quand il était ministre du Trésor en Belgique, avait un groupe de travail au ministère sur les monnaies alternatives. Donc il a toujours été très ouvert aux monnaies alternatives, et il me semble qu'il y a une ligne budgétaire de la BEI capable de vous financer, et ça, il faut creuser. Je ne sais pas si c'est toi qui m'en as parlé, mais... Une petite carrière. Non, mais tu comprends, si la BEI t'appuie, les banques centrales vont réfléchir à 2 fois avant de te contrer. C'est BEI contre Banque centrale. Et ça devient intéressant. Oui, c'est encore pour Jean-Luc. Excusez mon ignorance, mais est-ce que vous pourriez me donner quelques éclairages sur comment une monnaie alternative peut produire les effets que vous mentionnez?
quand on a découvert quelles étaient les nouvelles semences qui étaient capables de résister au climat extrêmement sec et au climat extrêmement humide, qui est le résultat du changement climatique, il y a 17 semences qui ont émergé naturellement du sol. Le capital du sol les a. On a dit, ben voilà, aux paysans semenciers, vous allez recevoir une partie en aria, en argent conventionnel, et vous allez recevoir une partie en une monnaie qu'on appelle le SOA. Et avec cette monnaie-là, vous allez pouvoir vous offrir des services auprès de pépiniéristes, auprès de paysans, que vous ne pourriez pas vous offrir avec l'ARIA. Et aux paysans, on a dit, on va vous donner un capital de départ de 700 SOA, et avec ce capital de départ, vous ne pouvez faire qu'une seule chose, c'est acheter les bonnes semences. Et comme vous n'avez pas de monétarisation, vous êtes sous-monétarisé, qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter ça. Et vous allez revendre une partie de votre production en SOA, qui va vous donner une monnaie que vous ne pouvez pas dépenser autre chose. Donc quand la deuxième saison arrive, bien, vous n'avez pas dépensé vos ariens, enfin vous avez dépensé vos ariens, mais vous n'avez pas dépensé vos SOA. Et vous pouvez réinvestir dans une semence adéquate, des parvents aussi, mais c'est très complexe ce qu'on a mis autour de ça. Voilà. Et donc c'est un cercle vertueux qui se met en place sans aucun élément coercitif. C'est ça le côté magique de l'affaire.